France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer. L'Uttar Pradesh est typique de ce qui se passe en Inde. Avec la victoire des nationalistes hindous du BJP, les brahmanes et les hautes castes sont en train de recréer leur hiérarchie sociale dans les zones rurales. Yogi Adityanath n'est pas simplement un moine soldat, mais c'est aussi un leader Rajput. C'est une caste dont les élites s'estiment les leaders naturels de l'État. Les musulmans et les chrétiens sont la cible de Yogi depuis qu'il est au pouvoir. Près de 900 millions d'électeurs appelés aux urnes et plus de 8000 candidats, la plus grande démocratie du monde élit ses députés. Renouveler la chambre basse du Parlement indien est un défi logistique et le scrutin qui s'est ouvert le 11 avril ne s'achèvera que le 19 mai. Pour le Premier ministre Narendra Modi, l'enjeu est capital. Au pouvoir depuis 5 ans, il convoite un deuxième mandat. Or, il a reçu un signal inquiétant en décembre. Son parti, le BJP, a essuyé un revers dans 3 États clés du nord de l'Inde. Aujourd'hui, les regards se tournent vers un autre État clé, l'Uttar Pradesh, État le plus peuplé du pays. C'est logiquement lui qui envoie le plus de députés au Parlement, 80 sur 545. Le vote des électeurs de l'Uttar Pradesh est donc susceptible de faire basculer la majorité. Aux dernières élections générales, en 2014, le BJP avait gagné la quasi-totalité des sièges dans cet État. Et il y a 2 ans, le parti nationaliste hindou a fait son grand retour au pouvoir en Uttar Pradesh, raflant 80% des sièges de l'Assemblée régionale. Uttar Pradesh, au cœur du nationalisme hindou, c'est un reportage signé Mathilde Valland. Dans Grand Reportage, le magazine de la rédaction, nous recevons Christophe Jaffrelot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CERI, le Centre de recherche international de Sciences Po et du CNRS. Vos recherches portent notamment sur la sociologie de la classe politique en Inde et sur la question du populisme à travers le phénomène Modi. Et vous venez justement de publier un essai chez Fayard intitulé « L'Inde de Modi, national-populisme et démocratie ethnique ». Alors nous allons commencer par écouter le reportage de Mathilde Valland en Uttar Pradesh. Mathilde, après sa victoire aux élections régionales en 2017, le BJP a choisi un religieux pour diriger l'État, Yogi Adityanath. Oui, alors c'est une première en Inde. Jamais un moine n'avait dirigé un gouvernement régional et pas n'importe quel moine. Aurélie, Yogi Adityanath est à la tête d'une secte hindouiste et d'un monastère très puissant, mais il est aussi le chef d'une milice particulièrement violente, on va l'entendre, qui a accompagné toute son ascension au pouvoir. Ce personnage sulfureux fait donc campagne en ce moment pour le BJP en Uttar Pradesh, à l'occasion des élections générales, et l'opposition, qui souffre beaucoup de sa manière de gouverner, a décidé de s'unir pour faire mordre la poussière à son parti nationaliste hindou. Ça aussi, c'est remarquable, puisque ça faisait 25 ans que les 2 grands partis de l'opposition en Uttar Pradesh s'affrontaient. Ils ont chacun une base électorale très forte. Les socialistes s'appuient sur les basses castes, et en particulier sur la caste des Yadav, et les intouchables, eux, votent comme un seul homme, si je puis dire, pour leur parti, le BSP, de la très puissante Dalit Mayavati. Ils se sont donc trouvés un ennemi commun qui leur a permis de transcender pour l'instant leur rivalité. Nous partons tout de suite à Lucknow, la capitale de l'Uttar Pradesh. Vous avez rencontré le journaliste Bhupendra Kumar Pandey, rédacteur en chef du bureau de l'Indian Express. Yogi Adityanath appartient à la secte des Naths. Il a succédé à son gourou à la tête du temple hindou de Gorakhpur. C'est un monastère très puissant. Il a aussi hérité de la circonscription de son gourou en 1998. Et il a été élu député 6 fois avant d'être choisi pour diriger l'État de l'Uttar Pradesh par le parti du BJP. Yogi Adityanath, he is known as aggressive. Yogi Adityanath, vous savez, il est connu pour être un leader hindou agressif aux propos incendiaires. En fait, c'est sa seule identité. Il passe son temps à promouvoir l'hindouisme et à dénigrer les autres religions. Ça crée beaucoup de tensions intercommunautaires. Vous savez, je suis reporter depuis 20 ans et j'ai été témoin de tous ces incidents. Il y a eu toute une époque où la police lui interdisait d'entrer dans certains districts. Il s'est fait arrêter plusieurs fois parce qu'il menaçait l'ordre public par ses propos. Et bien sûr, il avait des militants qui le suivaient, qui écoutaient ses discours enflammés sur la religion. Il disait surtout du mal des musulmans.
Pour en revenir à aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Yogi est toujours très proche de son temple Nath? Quand il est devenu chef de l'État d'Uttar Pradesh, les gens ont pensé qu'il allait prendre ses distances avec son temple. Mais pas du tout. Il demeure le grand prêtre de son mandir et de sa secte Nath. Pour tous les rituels, tous les festivals, il va sur place mener les prières. Je ne sais pas si vous connaissez la fête de Naratra qui dure 9 jours. Eh bien, pendant Naratra, il reste dans son temple au moins 6 jours. Comme il est aussi chef de l'État, il doit expédier les affaires courantes. Alors ce sont les fonctionnaires qui vont le voir dans son monastère. Ils sont bien obligés. Il faut que le gouvernement travaille. Je dirais qu'il va à Gorakhpur, dans son mandir, au moins 4 fois par mois. A-t-il encore le temps de gouverner? Quel genre de décisions politiques prend-il? En fait, il s'intéresse surtout à la religion et à la communauté hindoue. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, en 2017, sa première décision a été de fermer les abattoirs pour protéger la vache. Il a prétendu que c'était parce que ces abattoirs étaient illégaux. Mais il a même fait fermer les boucheries qui vendaient du mouton et des volailles. Ça a créé un vrai chaos. Sa deuxième décision a été d'empêcher le trafic des vaches, à n'importe quel prix. Toute vente de bovins, en fait. C'est ainsi qu'une vraie milice de défense de la vache a émergé, la Hindu Yuva Vahini. Ce mouvement a été créé par Yogi, bien avant son arrivée au pouvoir. Vous avez sûrement entendu parler de cas de lynchage, d'attaques contre des chauffeurs de camions qui transportent juste du bétail. Mais avant, la milice n'avait pas le soutien du gouvernement. On les considérait comme des éléments antisociaux. Maintenant, ils sont soutenus, évidemment. Comme leur boss est au pouvoir, ils sont devenus très actifs. Ils sèment la terreur au nom de la vache sacrée. Quittons les bureaux de l'Indian Express pour la vaste demeure d'Ali Khan Mahmoudabad, le descendant du dernier Raja de Mahmoudabad. Né en 1982, il a fait ses études à Cambridge, enseigne à l'université d'Ashoka, mais il est surtout porte-parole du Parti socialiste en Uttar Pradesh. Signe des temps, il a invité un ami, un député du BSP, le Parti des Intouchables, l'autre grande force de l'opposition, à venir boire le thé dans son immense salon. Ritesh Pandey, lui aussi éduqué en Angleterre, a repris en 2017 la circonscription de son père à Jalalpur. Les élections de 2019 se jouent en ce moment sur 2 enjeux principaux. C'est ce qu'on pense, nous, dans l'opposition. Le chômage et la colère des paysans. Vous m'avez demandé quelle est la vision politique de Yogi Adityanath. Eh bien la voilà, il veut que les compagnies privées payent des taxes afin qu'on construise des abris pour les vaches. Franchement, ce n'est pas ça qui va mettre du beurre dans les épinards. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, absolument. Il y a une vraie menace exercée par les vaches errantes. Ça a causé des dommages énormes. Les troupeaux détruisent les cultures. Et le gouvernement, effectivement, en vient à demander aux entreprises de payer des impôts pour construire des étables. Mais aucun village ne veut donner ses terres pour qu'on y installe ses abris sales. On sait bien que les vaches seront entassées là-dedans et que personne ne s'en occupera vraiment. Ça a aussi un impact négatif sur l'industrie. Oui, absolument. Mais est-ce qu'il est intéressé par l'économie ? Non, je ne pense pas. Quand vous réfléchissez aux premières décisions qu'il a prises et qui concernaient le bétail, elles n'ont pas touché que les musulmans. Elles ont aussi eu un impact sur les intouchables et sur leur industrie de la viande et du cuir. Il y a 50 millions de vaches maintenant qui errent sur les routes, c'est complètement dingue.
Tout récemment, on a vu cette histoire tragicomique où les fermiers devenus violents ont décidé de parquer des vaches dans une école primaire. Tous les enfants ont dû s'enfuir. On peut voir des photos sur Internet. Donc, économiquement, ce que me disent mes amis hauts fonctionnaires, c'est que pendant les meetings, Yogi ne fait pas de discours, il fait des sermons, parce que finalement, voilà ce qu'il est, c'est un prédicateur. Ce n'est même pas un prêtre. Un prêtre, pour moi, c'est quelqu'un de plus évolué. Sous couvert de protéger les vaches sacrées au nom de l'hindouisme, Yogi Adityanath a fait des musulmans l'une de ses cibles. Eux qui représentent 18% de la population en Uttar Pradesh et qui ont autrefois régné sur Lucknow, dont on devine le passé islamique en admirant les nombreux imambara, immenses mausolées chiites dont les murs aujourd'hui se lézardent. C'est dans un minuscule bureau qu'exerce l'avocat Mohammad Shoaib. Petit homme glabre, il défend gratuitement ses co-religionnaires. Les musulmans et les chrétiens sont la cible de Yogi depuis qu'il est au pouvoir. Les chrétiens sont attaqués. Leurs églises, leurs établissements scolaires sont attaqués. Et même lorsqu'ils conduisent des prières de guérison, on prétend qu'ils sont en train d'organiser des conversions de masse au christianisme. Et on les attaque. Les musulmans aussi sont attaqués, en tant que communauté et individuellement. Ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui achètent par exemple une vache laitière, mais pas pour l'abattre, juste pour avoir le lait. Eh bien les hindous les attaquent, volent la vache et la revendent eux-mêmes. Et c'est ainsi que, de façon systématique, les musulmans sont stigmatisés. On prétend qu'ils abattent des vaches. Et quand on trouve juste de la viande dans le frigo d'un musulman, pas forcément de la viande de bœuf, sa maison est vandalisée. Les hindous utilisent donc la viande comme un outil pour ghettoiser les musulmans et les maintenir sous leur emprise. Les hindous organisent des processions, tout près des mosquées. Ils essayent aussi de traverser des quartiers musulmans. Et souvent, l'un des participants à ces processions hindoues jette une pierre. Et c'est le prétexte pour attaquer toute la localité musulmane. Après, quand la police arrive, elle arrête toujours les musulmans. Et elle les envoie en prison, parfois pendant des mois, sans les inculper. Donc c'est toujours le même schéma. On organise une procession religieuse, hindoue, dans un quartier musulman, souvent sans autorisation, il y a une émeute et la police coffre les musulmans. C'est très fréquent. Et ça se passe dans tout l'État. C'est vraiment devenu un mode opératoire. Comme avocat, je reste à Lucknow. Mais j'ai créé une équipe qui se rend sur place quand il y a un incident de la sorte. Elle porte plainte à la place des musulmans quand ils ont été arrêtés injustement et qu'ils n'osent pas le faire. Mon ONG se nomme Rihai Manch. Ça veut dire le Forum pour la liberté. Ils sont très actifs. Là où ils ont commencé à 2, ils sont 4, 8, maintenant une cinquantaine. Et partout où ils vont, ils mènent une enquête et rédigent un rapport très factuel. La crédibilité de Rihai Manch est devenue immense depuis sa création en 2010. L'avocat Shoaib s'est fait méchamment tabasser pour avoir défendu de pareils suspects, mais il poursuit son combat. La jeune journaliste hindoue Nia Dixit ne manque pas non plus de courage. La police lui a pourtant fait savoir qu'elle n'était plus la bienvenue en Uttar Pradesh et que l'on savait parfaitement où habitait sa mère. Des menaces qui ne l'ont pas empêché de publier 2 enquêtes édifiantes. La première revient sur une pratique qui ne cesse de s'amplifier ici, la mise en détention préventive d'individus bien souvent innocents. In the last 15-16 months of Yogi Adityanath's tenure is that
Au cours des 15 premiers mois du mandat de Yogi Adityanath, d'après mes statistiques, 160 personnes ont été arrêtées en vertu de la loi sur la sécurité nationale. C'est une de ces lois draconiennes qu'on résume ainsi: pas d'avocat, pas d'appel, pas de motif. Ce qui veut dire qu'on peut vous envoyer derrière les barreaux en détention préventive pendant 12 mois sans explication, en prétendant juste que vous êtes une menace pour la sécurité de l'État. J'ai donc rencontré 16 familles dont des proches ont été arrêtés, et dans chacun des districts où je suis allée, de petites émeutes ont éclaté. Et la Hindu Yuva Vahini, la milice fondée par Yogi Adityanath, est clairement impliquée. Ces militants choisissent surtout d'aller dans des régions connues pour leur syncrétisme, où hindous et musulmans se sont toujours bien entendus. Par exemple, à Barabanki, près de Lucknow, il y a un lieu saint soufi très célèbre. Des hindous, des sikhs, des musulmans, bien sûr, toutes les communautés s'y rendent. On célèbre même Holi, la fête hindoue des couleurs, dans ce lieu saint musulman. J'y suis souvent allée quand j'étais petite. Donc quand ce gouvernement a été élu en 2017, ils ont prétendu que ce mausolée était éclairé la nuit, alors que le temple hindou juste à côté serait privé d'électricité, et que c'était de la faute du gouvernement précédent. Et ce temple hindou dont il parle, le temple Mahadev, depuis 300 ou 400 ans, les commerçants qui vendent les offrandes juste devant, eh bien ce sont des musulmans, ça a toujours été ainsi. Mais les extrémistes ont essayé de diviser les communautés en fonction de la religion. Ils ont donc fomenté une émeute, puis arrêté uniquement les jeunes musulmans du quartier. C'est le parti BJP, celui de Yogi et du Premier ministre Modi, qui a porté plainte contre ces garçons. Il s'est passé la même chose à Kanpur, tout près d'un quartier où musulmans et hindous ont toujours vécu en paix. Ces petites émeutes un peu partout débouchent sur des arrestations préventives. Tout ça c'est planifié, c'est un signal pour dire aux musulmans que s'ils osent revendiquer des droits, voilà ce qui va leur arriver. Ils en font des exemples. Pour revenir à Yogi Adityanath, il est connu pour ses sorties islamophobes. Par exemple, il dit « Comme Donald Trump, nous devrions interdire l'immigration musulmane ». Mais ça va beaucoup plus loin. Il a déclaré « Il faudrait exhumer les femmes musulmanes de leur tombe et les violer ». Ou encore « Pour chaque femme hindoue victime d'un viol, un homme hindou devrait violer à son tour 100 femmes musulmanes ». Il ose donc proférer des déclarations absolument violentes et islamophobes. Je dois vous rappeler que Yogi Adityanath fait l'objet de 15 poursuites judiciaires. 3 accusations sont particulièrement graves. Incitation à la haine intercommunautaire, meurtre et incitation au meurtre. Il est donc lui aussi un criminel, si l'on en croit sa propre définition. Des enquêtes sont en cours d'instruction. Mais ce qui est incroyable, c'est que quelques mois après son accession au pouvoir, il a demandé au gouvernement de l'Uttar Pradesh, qu'il dirige à présent, de lever ces accusations. Il essaye de se blanchir lui-même et ça, c'est très choquant. Si l'on en croit Neha Dixit, la milice de Yogi, la Hindu Yuva Vahini, agit ouvertement et les forces de l'ordre ne font rien pour l'en empêcher. C'est ce que confirme ce commissaire de police qui tient à garder l'anonymat. Petit, discret, visage mangé par de grandes lunettes, il nous reçoit au quartier général de la police à Lucknow, un immeuble gardé par des hommes en armes à chaque étage. La police en Inde, et en particulier ici en Uttar Pradesh, ne fait que suivre son propre intérêt. C'est la seule chose qu'ils font. Ils regardent qui le gouvernement protège et ils épargnent ces gens-là. Les autres, les non privilégiés, ils s'en prennent à eux. Leur action est totalement orientée politiquement, au moins en Uttar Pradesh. D'ailleurs, avant, quand le Parti socialiste était au pouvoir, les petits délinquants musulmans étaient souvent épargnés. Maintenant que le BJP a pris les commandes, ces voyous-là sont poursuivis. Et d'après moi, on assiste à une nouvelle criminalité, une criminalité d'extrême droite, parce que M. Yogi a été lui-même un extrémiste de l'ultra-droite.
Donc ces miliciens en safran ont remplacé les délinquants qui agissaient ouvertement du temps des socialistes. La grande différence, c'est le mode opératoire. Ces gens-là agissent au nom de Dieu, ils sont aussi bien plus organisés. Et comme c'est au nom de la religion, leurs victimes ne peuvent pas protester ni faire entendre leur voix. Elles sont étouffées. Les Nations Unies ont été récemment saisies d'une forme encore plus extrême de violence en Uttar Pradesh. Il semble que depuis l'arrivée de Yogi Adityanath, les policiers aient la gâchette extrêmement facile. La journaliste indépendante Neha Dixit a publié en février 2018 une enquête remarquée. The story was about how in the first 10 months of this new chief minister Yogi Adityanath. L'un de mes articles montre qu'au cours des 10 premiers mois du mandat de Yogi Adityanath, il y a eu environ 1200 échanges de tirs avec la police. Ce qui veut dire que plus de 1400 personnes ont reçu des coups de feu. Parmi elles, 70 en sont mortes. On peut dire qu'il y a eu 70 exécutions extrajudiciaires. C'est un nombre sans précédent. J'ai donc examiné le profil de ces gens-là. Et malheureusement, ce sont presque toujours des musulmans de la classe ouvrière, des gens de basse caste ou des intouchables. Et j'ai découvert que ces victimes étaient en général accusées de toutes petites choses, ce qui est très choquant. Par exemple, un vendeur de fruits et de légumes a été tué pour avoir volé seulement 8000 roupies. Un autre a été accusé d'avoir dérobé une bague et une chaîne en or. C'était donc de la petite délinquance. Ils ont été tués pour ça. C'est une réalité qui devrait ébranler les gens. Parce que, comme je vous l'ai dit, la plupart des victimes sur lesquelles j'ai travaillé étaient des musulmans. Dans le contexte islamophobe actuel, ça signifie qu'il n'est même plus nécessaire d'accuser un musulman de terroriste pour le tuer. N'importe quel prétexte mineur suffit. J'ai donc rencontré 14 familles et j'ai remarqué que les policiers racontent toujours la même histoire aux proches. Un individu est en route pour commettre un larcin, souvent au volant d'une moto ou d'une voiture. Le policier tente de l'arrêter, ça se passe au milieu de la nuit, mais l'homme ouvre le feu. Le policier, en état de légitime défense, réplique et à l'arrivée à l'hôpital, le délinquant est mort. Mais en plus, la famille n'est pratiquement jamais informée de ce qui s'est passé. Elle l'apprend par un proche, souvent via WhatsApp. Mais le plus intéressant, c'est que la police refuse systématiquement de fournir un rapport d'autopsie. Certaines familles m'ont montré des vidéos et des photos des cadavres où on voit clairement que les os ont été brisés, ce qui prouve que ces gens ont été arrêtés par hasard. Ils ont été tabassés, puis tués. J'ai donc rencontré ces familles et je me suis rendu compte aussi que celles qui avaient voulu porter plainte, qui disaient qu'il fallait ouvrir une enquête parce qu'il n'y avait pas de flagrant délit, que leurs proches avaient été tabassés, eh bien ces familles-là ont été intimidées. Les policiers sont revenus, ils ont vandalisé leur maison, emprisonné les autres hommes de la famille sous divers prétextes. Maintenant ces gens-là meurent de faim, littéralement. C'est une tactique que la police utilise pour faire pression sur eux. Dans ce climat d'impunité qui règne à Lucknow, un fait divers a défrayé la chronique ces derniers mois, comme le relate Ali Khan, le porte-parole du Parti socialiste. Vous savez, à Lucknow, le manager de l'Apple Store rentrait chez lui avec sa collègue qui est musulmane. Il était à peu près minuit. La police a voulu l'arrêter, il a pris peur, il a dépassé le barrage. La police l'a suivi, a arrêté la voiture et lui a tiré à bout portant. Il est mort sur le coup. Certes, une enquête a été ouverte, mais quand même. Ça s'est passé à Lucknow, dans la capitale de l'État. Alors on peut imaginer ce qui se passe ailleurs, ça montre l'audace de la police. Je peux aussi vous souligner qu'en septembre 2018, après la mort du manager du magasin Apple, qui ne s'était pas arrêté à un barrage de police, eh bien le lendemain, Yogi Adityanath est allé immédiatement rendre visite à la famille, a ordonné qu'on lui verse une forte indemnité. Or cet homme s'appelle Vivek Tiwari. C'est un nom hindou, de haute caste. Il appartenait à la classe moyenne. C'est pourquoi le policier qui l'a tué a été tout de suite suspendu. Mais ça n'est jamais arrivé pour les autres victimes. C'est effrayant.
Cet empressement auprès d'une famille brahmane montre à quel point la dimension de caste est essentielle dans la politique de Yogi Adityanath. Lui-même est issu de l'aristocratie guerrière Rajput et son arrivée au pouvoir a été permise par cette élite qui prend aujourd'hui sa revanche. Gilles Vernier est professeur de sciences politiques à l'université Ashoka. Yogi Adityanath n'est pas simplement un moine soldat, mais c'est aussi un leader Rajput, Thakur, donc une des hautes castes dominantes en Uttar Pradesh. C'est une caste dont les membres, dont les élites s'estiment les leaders naturels de l'État et se sont sentis déplacés et déclassés par des partis politiques des basses castes. Et ils trouvent en Yogi Adityanath et dans le BJP un parti qui comprend et défend complètement leurs intérêts. Et donc depuis l'élection de Yogi Adityanath, de nombreux membres de cette caste s'organisent localement pour réaffirmer leur statut d'élite traditionnelle. Et donc ça crée une recette parfaite pour du désordre, du chaos, de la violence, une montée de la criminalisation de la vie publique dont le Chief Minister est non seulement responsable, mais est même un des principaux instigateurs. La violence ne s'exerce donc pas uniquement contre les musulmans, mais aussi contre les intouchables, les Dalits, victimes de discrimination depuis des temps immémoriaux. Mais ici, en Uttar Pradesh, ils ont pris une véritable revanche politique. Leur leader, la très puissante Mayawati, s'est hissée 4 fois à la tête du gouvernement de l'État depuis les années 90. Pourtant, lors des dernières régionales en 2017, son parti, le BSP, a été laminé par la vague Safran. Nous retrouvons dans le palais d'Ali Khan le député du BSP, Ritesh Pandey. Yogi Adityanath, since he's come into power, you have had over, 70 to 80. On a un chef de gouvernement qui monte à la tribune et qui ment en prétendant qu'il n'y a eu aucun affrontement intercommunautaire sous son mandat, alors qu'il y en a eu entre 70 et 80. La vérité, c'est qu'on a eu des incidents comme à Saharanpur, où des villages intouchables ont été incendiés. On a interdit aux Dalits d'organiser une procession pour célébrer leur leader historique, Ambedkar. On a aussi empêché des Dalits de monter à cheval. Vous savez, c'est la tradition en Inde pour les mariages. Le marié va enlever sa fiancée à cheval. Mais ils l'ont interdit à un jeune homme dans un village. Parce que c'était un village dominé par les hautes castes qui considèrent que cette coutume leur est réservée et que cela aurait été un déshonneur. Cette discrimination contre les intouchables remonte aux origines de l'hindouisme, il y a des milliers d'années. Interdite par la Constitution en 1950, elle perdure dans les faits, notamment à la campagne. L'activiste Ram Kumar, ancien maoïste, a grandi dans un petit village. We are go to first day in school. Je me souviens de mon premier jour à l'école. Mes camarades de classe étaient allés puiser de l'eau et je les avais suivis. Mon professeur était un brahmane, un pandit. Il m'a giflé 2 fois en me disant « N'oublie pas ta caste et ne t'avise pas de prendre de l'eau dans ce seau ». C'était le premier jour d'école, ma première leçon. L'Uttar Pradesh est typique de ce qui se passe en Inde. Le système brahmanique persiste ici, comme au Rajasthan et au Madhya Pradesh. On appelle ces États la Cow Belt, la ceinture de la vache, où s'impose l'ordre brahmanique, au moins dans les villages. On prétend souvent qu'on est gouverné par la Constitution en Inde, qu'on est tous égaux, mais à la campagne, c'est faux. On traite les gens selon leur caste. Si vous êtes un Dalit, un intouchable, vous n'entrez pas dans les maisons, il ne faut pas toucher les vêtements, ni pénétrer dans la cuisine de quelqu'un de haute caste. Quand, pour la première fois, Mulayam Singh Yadav, le leader du Parti socialiste, est arrivé au pouvoir en Uttar Pradesh il y a 30 ans, il a commencé à renverser cet ordre brahmanique dans les villages. Il a donné le pouvoir aux basses castes et aux intouchables. Et quand Kanshiram et Mayawati,
Les leaders du BSP ont été élus en 1993. Ils ont fait encore plus pour les intouchables. Et maintenant, 30 ans après, avec la victoire des nationalistes hindous du BJP, les brahmanes et les hautes castes sont en train de recréer leur hiérarchie sociale dans les zones rurales. Donc ils brutalisent les Dalits et les gens de basse caste qui eux-mêmes recommencent à avoir peur du BJP. C'est pourquoi l'alliance qui est en train de se nouer entre l'intouchable Mayavati et le socialiste Akhilesh vient de la base. Ce sont les électeurs qui font pression sur leur leader. Cette alliance est en effet la grande inconnue des élections générales qui se tiennent en ce moment en Inde. En Uttar Pradesh, État qui va envoyer 80 députés à Delhi, l'opposition fait alliance contre les nationalistes hindous du BJP. Les intouchables du parti BSP de Mayavati et les socialistes du parti d'Akhilesh Yadav, qui mobilisent, lui, les électeurs de basse caste, vont présenter un seul candidat dans chaque circonscription. Autrefois rivaux, cette alliance entre les deux partis n'a pas été facile à nouer. On arrive maintenant au siège du SP, Samajwadi Party, le parti socialiste, ancien parti qui a gouverné plusieurs fois à l'Uttar Pradesh. En ce moment, il est dans l'opposition. Là, il y a tous les militants du parti qui sont alignés les uns à côté des autres avec leurs petits calots rouges, leurs petits chapeaux rouges. Ils sont tous habillés en blanc et ils attendent l'arrivée d'Akhilesh, le président du parti, qui arrive avec sa voiture. C'est assez impressionnant. On ouvre les portes assez rapidement pour qu'ils puissent entrer. Il y a au moins 5-6 grandes voitures officielles d'un blanc cassé, immaculé qui entrent. Voilà, ça y est, là, les portes viennent déjà de se refermer. Et un certain nombre de personnes sont restées à l'extérieur. Les autres ont pu rentrer avec le chef du parti. Beaucoup de ferveur électorale au QG du Parti socialiste, où l'ancien chef du gouvernement nous reçoit dans sa grande salle de réunion. Des serveurs, tout vêtus de blanc, apportent quelques boissons fraîches. Calo rouge sur la tête, Akhilesh Yadav revient d'abord sur cette question de caste. Lui-même appartient à la basse caste des Yadav, traditionnellement éleveurs de bovins. Il représente 8% de la population, sont fidèles au Parti socialiste qui l'ont porté, lui, Akhilesh Yadav, à la tête de l'État pendant 5 ans. C'était juste avant la victoire de Yogi Adityanath. They used to charge us saying que I'm mobilizing few community people only. Ils nous accusent de placer des hommes de notre communauté dans la police. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Ils ont nommé exclusivement des hautes castes, des Thakur, des Rajputs. C'est leur propre ministre qui l'affirme. Il dit qu'à Benares, 80% des responsables dans les commissariats sont des Rajputs. Ce n'est pas moi qui le dénonce. Les gens pourraient ne pas me croire parce que je suis dans l'opposition. Mais c'est leur propre ministre qui s'en vante dans ses discours. Ces émeutes et ce programme qui fait la promotion de l'hindouisme, est-ce que ça plaît aux électeurs ? Ils jouent cette carte, mais cette fois, ça ne va pas les aider. Moi aussi, je suis hindou. Ils ne me considèrent pas comme un hindou. Ils m'appellent serpent ou scorpion pendant la campagne électorale. Ils me traitent comme ça à la télévision. Mais ça ne marchera pas, cette histoire de religion. Les gens veulent du travail. Ils se demandent pourquoi le gouvernement ne limite pas le prix du gaz, pourquoi tout augmente. Donc votre stratégie, c'est l'alliance avec le parti intouchable. Oui, c'est ce que nous essayons de faire. Même si tout le monde affirme que la transformation n'aura pas lieu, que mes électeurs socialistes, les Yadav, ne voteront pas pour les intouchables du BSP. Mais moi, j'y crois. J'ai vu que notre solidarité a fonctionné au moment des dernières élections partielles. Et cette fois-ci encore, on va s'allier contre les nationalistes hindous du BJP. Et le vote ne va pas s'éparpiller. Mes électeurs voteront pour le BSP. Un pari qui n'est cependant pas gagné, car le BSP, le parti dirigé par Mayavati, nomme parfois des candidats très éloignés de l'image qu'on se fait d'un élu représentant des intouchables. Le BSP est un parti qu'aucune grande entreprise privée ne veut financer. Il cherche donc en permanence des fonds, explique le journaliste et biographe de Mayavati, Ajoy Bose.
C'est très intéressant d'analyser l'état d'esprit qui anime ce parti Dalit. Personne en Inde ne voulait croire qu'un parti intouchable pouvait émerger par lui-même et devenir aussi puissant. Et comme ce mouvement a senti qu'il ne recevrait jamais les fonds que touchent les autres partis, il est devenu obsédé par l'argent. Du coup, la façon dont le BSP choisit ses candidats est très particulière. Mayawati vend littéralement le ticket de candidature au plus offrant, donc la possibilité de se présenter au nom du BSP. Elle choisit celui qui a le plus de ressources, qui est capable de financer sa campagne électorale et aussi de renflouer les caisses du parti. Ce n'est même pas forcément un intouchable ni un membre du BSP, ça peut être quelqu'un de l'extérieur. Dans cette campagne électorale, il n'y a pas que l'argent qui fausse le jeu en Uttar Pradesh comme à l'échelle du pays tout entier. Les nationalistes hindous qui sont au pouvoir à New Delhi se sont accaparés un grand nombre de leviers ces dernières années. Leviers capables d'influer grandement sur le résultat du vote, affirme le patron du Parti socialiste, Akhilesh Yadav, que nous retrouvons dans son grand bureau. Je le dis à la jeunesse qui me soutient, ils ne quitteront pas le pouvoir si facilement, en particulier le gars qui dirige ce pays. J'ai entendu dire que le BJP a loué tous les avions, tous les hélicoptères pour se déplacer pendant la campagne électorale. Il ne reste rien à l'opposition. C'est évident qu'ils ont plein de ressources financières. Ils contrôlent aussi la télévision, les médias. Ils sont très puissants. Mais sur le terrain, nous aussi, on est puissants. On a quand même des inquiétudes à propos des machines à voter qui sont utilisées pour ces élections. On l'a bien vu dans le district de Kerana lors du dernier scrutin. Il y avait au moins une quarantaine de machines à voter qui se sont enrayées. C'était une stratégie pour retarder le vote. En fait, c'est une autre manière, grâce à cette nouvelle technologie, de bourrer les urnes. Et puis, le BJP est tellement bon qu'il sait comment contrôler les lieux du pouvoir. La Banque fédérale, il la contrôle. La police fédérale, les renseignements généraux aussi. L'appareil judiciaire, je ne peux rien dire. Mais la commission électorale, il la contrôle. Ils ont mis leurs hommes partout, à la tête des préfectures de région comme vice-chancelier, à la tête de toutes les universités, à tous les postes clés de notre démocratie. Cette mainmise du BJP n'est pas le seul handicap que doit affronter la coalition que le socialiste Akhilesh Yadav a montée avec le parti intouchable de Mayawati, le BSP. Il s'avère qu'un troisième acteur essentiel dans la vie politique indienne n'a pas été convié au sein de cette alliance. Le parti du Congrès, qui autrefois dominait l'Uttar Pradesh mais qui a perdu beaucoup de terrain, va faire cavalier seul. Or, dans ce scrutin majoritaire à un tour, chaque triangulaire divisera l'opposition et risque de lui coûter cher. Il est pourtant impensable que le Congrès, dirigé par Sonia Gandhi et son fils Rahul, ne présente pas de candidat en Uttar Pradesh, un État qui fut historiquement le fief de la famille Nehru Gandhi, comme le rappelle l'éditorialiste et biographe de Mayawati, Ajoy Bose. Le parti du Congrès a un rôle très intéressant en Uttar Pradesh. La famille Nehru Gandhi vient d'ici. Leurs sièges historiques sont en plein cœur de l'État. Rahul Gandhi se présente depuis toujours à Amethi et sa mère, Sonia Gandhi, à Rai Bareli. Et la famille ne peut donc pas complètement divorcer de l'Uttar Pradesh. Mais en même temps, le Congrès a perdu pratiquement toute sa base électorale. Les Dalits qui le soutenaient sont partis vers le BSP. Il était très populaire auprès des musulmans qui votent maintenant pour les socialistes et d'autres castes, comme les brahmanes, qui considéraient la famille Gandhi, qui est elle-même brahmane, comme leur leader. Ces électeurs de haute caste se sont tournés vers le BJP. L'électorat du Congrès a donc fondu de façon dramatique. Et lors des dernières élections générales, ils ont été réduits à un pathétique 6% en Uttar Pradesh.
C'est un vrai déclin. Mais comme le parti est en train de renaître, il sait aussi qu'il ne peut pas tirer un trait sur cet État. Vous savez, en politique indienne, il n'y a jamais de point final. Les partis se réinventent sans cesse et le Congrès a donc décidé de nommer la sœur de Rahul Gandhi, Priyanka, responsable de la campagne électorale dans l'est de l'Uttar Pradesh. Pour beaucoup, elle est comme une réplique d'Indira Gandhi. Elle s'exprime aussi très bien en hindi, elle le parle couramment. C'est une oratrice incroyable, elle pourrait donc faire la différence et gagner quelques sièges. Parce que dans une élection nationale, vous avez besoin de stars, de figures d'envergure, capables de tenir tête au Premier ministre Narendra Modi, parce que Modi a cette connexion avec la foule, ce battage médiatique. Mais Priyanka est aussi charismatique que lui, sinon plus, parce qu'elle est nouvelle, elle est jeune, c'est une femme, elle a un sens incroyable de la répartie, donc ça va être très intéressant. Elle a rendu cette élection passionnante. Uttar Pradesh, au cœur du nationalisme hindou, un reportage de Mathilde Valland avec Annie Brault à la réalisation. Grand reportage, Aurélie Kiefer. Invité de grand reportage, Christophe Jaffrelot, spécialiste de l'Inde, directeur de recherche aux séries de Sciences Po et du CNRS. Christophe Jaffrelot, dans le reportage, on a entendu beaucoup de critiques à l'égard de la politique de Yogi Adityanath, mais il a été largement élu en 2017. Qui sont ses soutiens ? Principalement des gens de haute caste. Parce que la caste de Yogi Adityanath, c'est celle des Rajputs, c'est la deuxième caste dans l'ordre de la hiérarchie des castes après les brahmanes. Une caste très importante dans la zone qui, en quelque sorte, se venge d'une quinzaine d'années d'opposition, puisque pendant des années, ce sont les basses castes, y compris d'ailleurs des castes intouchables, qui ont gouverné cet État d'Uttar Pradesh. Et donc il a eu ce soutien massif. Et il a aussi bénéficié du soutien du Premier ministre Narendra Modi, qui a fait campagne dans cet État d'Uttar Pradesh d'une manière très intensive et qui a réussi à retourner l'électorat en sa faveur après, encore une fois, une cure d'opposition qui remonte aux années 2000. Le BJP n'avait pas gouverné l'Uttar Pradesh depuis 2002. Mais alors, vous le soulignez, Yogi Adityanath est un nationaliste hindou de haute caste. Le Premier ministre, lui, est issu de basse caste. Il tient un discours nettement plus rassembleur. Entre eux, c'est une divergence de fond ou c'est seulement en apparence ? Non, c'est une façon de ratisser large. Et là, c'est la grande force de Narendra Modi. C'est-à-dire que il est non seulement adoubé par les barons du nationalisme hindou, parce que justement, il souscrit à leur idéologie, et en même temps, il peut faire valoir des origines plébéiennes. Et d'ailleurs, il joue de cette image ad nauseam, en disant qu'il a été un chaivala, un porteur de thé quand il était enfant et que il s'est fait tout seul à la force des poignets. Le point important là, c'est que Narendra Modi dit on peut s'élever économiquement sans profiter de la discrimination positive qui a été quand même le levier par lequel les basses castes ont pu progresser. Grâce aux quotas. Grâce aux quotas. Et donc lui montre justement aux hautes castes, et les hautes castes montrent au reste de la société, regardez, on peut tout à fait s'en sortir sans avoir ces dispositifs que les hautes castes détestent, littéralement. Et donc c'est une vengeance aussi qui est double en quelque sorte. Les hautes castes reprennent le pouvoir et en plus, elles peuvent se prévaloir d'un exemple qui permet de remettre en cause ces dispositifs de discrimination positive. Et alors, est-ce que cette politique mise en œuvre en Uttar Pradesh est représentative de ce que prône le BJP au niveau national ? C'est une très bonne question, car en vérité, on est là quand même sur un scénario un peu extrême. Et qui reflète d'ailleurs le parcours de Yogi Adityanath. Il n'est pas du sérail, il ne vient pas du milieu traditionnel des nationalistes hindous. Il a toujours sa propre organisation. Il a été la brigade de la jeunesse hindoue, qui est effectivement une forme de milice qu'il a créée
est mise à son service au début des années 2000, ça va faire 20 ans qu'elle travaille pour lui sur le terrain. Il a son organisation qui est plus radicale, a toujours été plus radicale que le BJP, le parti de Narendra Modi, et d'ailleurs qui a provoqué de nombreuses émeutes, de telle sorte que lui-même a été arrêté, mis en prison un temps très court, mais quand même, et qu'il a des procès encore sur le dos. Mais ce qui est fort intéressant, c'est que c'est lui que le BJP, que Narendra Modi ont été cherchés pour diriger l'État, et que du coup, on en vient à se dire que ce qui était à la droite à la droite du BJP il y a encore quelques années, est devenu mainstream, pour utiliser un mot très commun en Inde, est devenu presque, je dirais, banal, normal. Mais alors cette obsession de la défense de la vache sacrée, cette marginalisation des musulmans par tous les moyens, c'est quelque chose qu'on voit aussi se développer dans d'autres États indiens ? Oui, on le voit aussi se développer dans d'autres États indiens. Ceux que le BJP a gouverné, par exemple le Gujarat, que Narendra Modi a dirigé pendant 13 ans, le Rajasthan voisin, le Madhya Pradesh, que le BJP a perdu en décembre dernier, avaient été dans la même direction. Mais il y a quand même eu moins d'émeutes, il y a eu moins de violence qu'en Uttar Pradesh. C'est une différence de degré, plus que de nature. Enfin, au Gujarat, il y a quand même eu des émeutes en 2002 qui ont été particulièrement violentes. Tout à fait. Et ça a même été un pogrom. On peut dire que sous Narendra Modi, 2000 musulmans ont perdu la vie dans le cadre d'un véritable pogrom. Mais depuis, c'est vrai que ça fait maintenant une quinzaine d'années que, en quelque sorte, l'ordre règne au Gujarat. On est en train, en Uttar Pradesh, de les mettre au pas, en quelque sorte, d'une manière un peu différente, non pas en recourant à une violence de masse, mais en recourant à des violences répétées de faible intensité. Et ça, c'est la technique de Yogi Adityanath. Et là, sa milice, Vahini, la brigade dont on parlait tout à l'heure, a pour spécificité de constamment attiser les petits conflits locaux de manière à maintenir la pression sur les musulmans sans que jamais il n'y ait une escalade qui se traduise par des émeutes de grande ampleur. Donc on va vers la même direction, on est dans la même logique, mais ça prend une forme un peu différente. Et des milices, on en retrouve des milices analogues un peu ailleurs ? On en retrouve ailleurs. Alors, des milices qui sont cette fois-ci du sérail. Quand on dit le sérail dans les hindous, on veut dire en fait cette nébuleuse qui a un cœur, qui a une tour de contrôle, le RSS, qui est un mouvement paramilitaire qui lui remonte aux années 20 et qui a créé ses propres milices en quelque sorte. L'une d'entre elles, le Bajrang Dal, veille en particulier au Rajasthan, au Madhya Pradesh, au Gujarat, à éviter l'abattage des vaches, à éviter les mariages interreligieux, à éviter aussi que des musulmans cherchent à s'installer dans des quartiers mixtes, de manière à ce qu'ils soient vraiment ghettoisés. Donc on a une politique culturelle qui rejoint très largement ce que faisait la milice et ce que fait la milice de Yogi Adityanath en Uttar Pradesh. Mais le RSS a quand même une dimension beaucoup plus large. Enfin, vous dites qu'il y a 50 000 branches du RSS à l'échelle de l'Inde. Oui. Ça paraît énorme. Enfin, on ne sait plus combien de militants, mais des millions. Ah oui, on est sur 3 millions de membres. C'est après l'armée indienne, l'organisation qui est la plus forte aujourd'hui dans le pays. Donc il y a un syndicat étudiant, il y a un syndicat ouvrier qui sont très actifs et dans les entreprises et sur les campus universitaires et qui font la même chose, qui font de la police culturelle, qui font en sorte que, à nouveau, les minorités marchent droit et que l'hindouisme soit érigé en identité nationale. En fait, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de finir par faire de l'Inde un État hindou et non plus un État multiculturel. Alors, il y a la question à un moment de la sortie de la légalité. Yogi Adityanath est sous le coup d'une quinzaine d'inculpations. La police est accusée, on l'a entendu dans le reportage, d'avoir commis des assassinats extrajudiciaires ces derniers mois. Est-ce qu'il y a des enquêtes ? Il y a des enquêtes. Alors, les enquêtes, c'est compliqué parce que la police dépend de l'État. Donc, si les policiers ont vraiment beaucoup de courage et même, on peut dire, une vocation au suicide professionnel, ils poussent assez loin leurs investigations. C'est très rare. On a très peu d'exemples d'enquêtes aboutissant à quelques résultats que ce soit en Uttar Pradesh. Ceux qui font le plus preuve de courage, en l'occurrence, ce sont les juges, qui en particulier n'ont pas voulu effacer les accusations qui portaient sur Yogi Adityanath, qui est toujours sous le coup d'un procès.
Mathilde Vallon. Oui, justement, à ce propos, en tout cas à propos des différentes exactions extrajudiciaires, les Nations Unies ont quand même 4 rapporteurs qui ont été saisis de ce fait-là, qui ont écrit au gouvernement central indien à New Delhi en disant que ce qui se passe en Uttar Pradesh n'est pas normal et que la police, notamment, devrait véritablement avoir des pratiques différentes, ne plus se permettre ces exactions-là. Oui, aujourd'hui, il n'y a plus guère que les instances onusiennes pour faire des remontrances à l'Inde. Au niveau bilatéral, aucun pays n'a le courage de dire quoi que ce soit parce qu'on a trop d'affaires en cours. Et la France n'est pas la dernière à avoir des affaires en cours. Les Américains ont cherché à faire la même chose. Le Congrès américain a demandé l'autorisation d'envoyer une délégation de membres du Congrès pour enquêter sur la liberté religieuse, car tous les ans, les États-Unis font un rapport sur l'état de la liberté religieuse dans différents pays, et les visas ont été refusés à ces membres du Congrès, qui ont du coup fait un rapport sans visiter l'Inde, mais qui est un rapport à charge. Alors on va en venir aux enjeux de ces élections législatives. Est-ce que le renforcement de l'identité hindoue, c'est un thème de campagne aujourd'hui ? Oui, c'est même un des thèmes les plus forts, à la différence de ce que l'on a vu il y a 5 ans. Il y a 5 ans, Narendra Modi a été élu sur un agenda différent, le développement économique. Et il disait, je vais faire de l'Inde un grand Gujarat. Au Gujarat, il y a de la croissance économique. On peut réussir la même chose à l'échelle nationale. 5 ans plus tard, il n'a pas réussi la même chose. Le problème de l'emploi est un problème majeur. Il faut imaginer qu'on a 30% des jeunes qui ne sont pas au travail. Et quand ils le sont, ce n'est pas du tout au niveau de leur qualification, ce qui est un facteur de frustration considérable. Le gouvernement a d'ailleurs essayé de camoufler un peu les statistiques sur le chômage. Tout à fait. C'est l'une des nouveautés du régime Modi, c'est que les données statistiques dont nous disposions disparaissent les unes après les autres. Donc il n'a pas pu jouer sur la réussite économique qu'elle avait promise. Et du coup, il est retombé, comme vous pouvez s'y attendre, sur de l'identitaire, sur du sécuritaire même, parce qu'en fait, dans son nationalisme, il y a 2 faces. Il y a la face hindoue, et puis il y a la face anti-pakistanaise, anti-terroriste, anti-islamiste, et là, il a vraiment eu de la chance, entre guillemets, parce que l'attentat de Pulwama au Cachemire, au Jammu et Cachemire, en février dernier, qui a fait 41 morts et qui a été revendiqué par un groupe djihadiste basé au Pakistan, eh bien, a amené de l'eau à son moulin. Il a pu être en mesure de s'ériger en protecteur du pays. De fait, il a procédé à des frappes aériennes en territoire pakistanais sans précédent depuis la guerre de 71. Donc on est sur un registre sécuritaire, je suis l'homme fort qui vous protège des dangers, regardez, j'ose des choses qu'aucun de mes prédécesseurs n'ont jamais osé faire, et c'est là-dessus qu'il surfe, et c'est sans doute ce qui va l'aider à garder le pouvoir. Et alors face au BJP, le parti du Congrès s'est-il vraiment renouvelé, comme il le dit? Est-ce qu'il porte aujourd'hui une alternative forte? Il est en train de regagner une partie du terrain perdu, je dirais de 2 façons. D'une part, il a un programme. Parce que c'est tout de même la chose absolument incroyable dans cette élection, c'est que personne ne parle de programme et le BJP n'a même pas pris la peine d'annoncer un programme avant la veille des élections, qui était la date limite à laquelle il fallait qu'il sorte un programme. Le Congrès a un programme. Il a un programme, ça fait 35 ans que je suis les élections indiennes, je n'ai jamais vu un programme aussi complet, où il est question d'environnement, ce qu'il est urgent de traiter en Inde. La question de la pollution atmosphérique, par exemple, est une urgence sanitaire évidente. Il y est question dans ce programme d'emploi, de revenu universel. C'est d'ailleurs Thomas Piketty qui a aidé le Congrès à mettre au point ce volet de son programme. Donc ça, c'est un premier, on peut dire, succès du Congrès. Le deuxième, c'est son leadership qui, peu à peu, s'organise autour de Rahul Gandhi qui, par rapport à il y a 5 ans, est enfin un leader. Il réussit à mobiliser d'abord les militants et peut-être les électeurs. Et puis, sa sœur, Priyanka, qui en est Uttar Pradesh, en Uttar Pradesh, puisqu'elle a été nommée secrétaire générale de l'Uttar Pradesh oriental. Elle a un charisme naturel, une autorité naturelle. Elle rappelle Indira Gandhi, en tout cas par son physique. Et cela pourrait aider le Congrès à refaire une partie du terrain perdu. Il ne sera pas majoritaire, il en est très loin, mais il peut doubler le nombre de sièges qu'il a au Parlement. Et rien que cela, c'est un renouveau.
Et là, on voit vraiment une toute autre conception de l'Inde, puisque le Parti du Congrès, lui, défend la pluralité, la laïcité. Oui, alors, sur le papier, en pratique, c'est plus compliqué et on voit bien l'effet délétère du national-populisme. On le voit en Europe aussi bien d'ailleurs. Les partis modérés courent après les partis extrémistes parce que la légitimité est maintenant plus forte que la légalité. Et donc, si le Congrès veut refaire le terrain perdu, il lui faut apparaître suffisamment hindou. Donc Rahul Gandhi passe un temps fou à visiter les temples, à montrer qu'il est aussi brahmane que les autres. Il y a un peu de surenchère. Il y a de la surenchère. Alors en décembre, il y a eu des élections régionales à l'issue desquelles le parti de Narendra Modi a perdu 3 états-majors. Est-ce que c'est le signe d'un effritement ? Oui, et c'est le signe de ce que l'on disait du renouveau du Congrès, car dans ces 3 États, c'est le Congrès qui l'a emporté. Alors, c'est le signe aussi de la mobilisation des paysans. L'électorat du BJP, l'électorat Modi, est un électorat plutôt urbain. Du coup, on a veillé à ce que le panier de la ménagère urbaine ne soit pas trop renchéri, et du coup, on a veillé à ce que les prix agricoles n'augmentent pas. Tout ça fait qu'on n'a jamais eu une paupérisation du monde rural aussi spectaculaire. Et autant de suicides. Et autant de suicides de paysans. Les paysans ont été largement à l'origine de la défaite du BJP dans les 3 États qui ont voté en décembre. Maintenant, est-ce que le vote régional est prédictif du vote national ? C'est toute la question. Et j'étais il y a encore 3 semaines à Bhopal, capitale du Madhya Pradesh, et on voit bien que l'effet Modi reste très fort parce que, encore une fois, il faut un leader, il faut un homme fort. C'est le syndrome de l'autorité politique. L'idée qu'on est vulnérable, qu'on est encerclé par le Pakistan et la Chine, que l'islamisme est en embuscade, eh bien ça peut aider Modi, y compris dans certains milieux ruraux. Merci Christophe Jaffrelot. Les élections législatives se poursuivent en Inde jusqu'au 19 mai. Les résultats seront connus le 23. Uttar Pradesh, au cœur du nationalisme hindou. Le grand reportage de cette semaine était signé Mathilde Valland. Réalisation Annie Brault avec Morgane Danan et Stéphane Poitvin à la technique. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.